Bonjour chers élèves, c'est bientôt les examens du baccalauréat, donc j'ai eu l'idée de vous présenter des vidéos par thème, c'est-à-dire dans chaque vidéo je vais traiter un seul sujet et je vais traiter tous les examens qui concernent ce sujet lors des 7 dernières années depuis 2012 jusqu'à 2019, que ce soit en session normale et en session de rattrapage. Et à la fin de la vidéo, on va faire un rappel des résultats essentiels qu'il faut retenir. Donc c'est une vidéo qui demande un peu d'effort. J'espère qu'elle sera très utile pour vous. Partagez-la au maximum avec vos camarades pour eux aussi qu'ils profitent de cet effort-là. Bien sûr, comme d'habitude, les sujets, vous pouvez les télécharger sur mon site qui est le suivant, site Google, voilà le suivant, site google.com/view/cours-hajj. Donc dans cette première vidéo, je vais parler du thème de la radioactivité. Donc voilà, j'espère à la fin vous n'aurez aucun problème à répondre à n'importe quelle question sur la radioactivité. Donc allons-y, on va commencer par ordre chronologique, par le dernier, c'est-à-dire le sujet proposé l'année dernière, en 2019. Donc voilà l'énoncé, on s'intéresse à étudier la désintégration de l'isotope 222 du radon. Donc voilà les données. Donc toujours, je vous conseille de mettre en rouge les données essentielles. Donc demi-vie du radon 222, T1,5, d'accord. Bien sûr, la masse, l'énergie de liaison par nucléon. Donc faites très attention, il y a deux types d'énergie de liaison. Il y a l'énergie de liaison et il y a l'énergie de liaison par nucléon. Donc le hélium, le radon et le polonium. Et les questions, c'est parmi les noyaux suivants, lequel est le plus stable. Donc il faut savoir quel est le critère de stabilité d'un noyau radioactif. Montrer que l'énergie de liaison de l'hélium, cette fois-ci c'est uniquement l'énergie de liaison, est donnée par 28,28. Troisième question, l'équation de désintégration du radon s'écrit de la manière suivante. Cochez la bonne réponse, c'est-à-dire l'énergie libérée par cette réaction, laquelle de ces 4 valeurs. Et enfin, on vous donne l'activité de ce noyau radioactif à T égale à 0. Il a une activité à 0, inconnue. Trouvez l'instant T1 où l'activité va être divisée par 4, c'est-à-dire l'instant où l'activité va être à 0 sur 4. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de questions qui se répètent dans tous les sujets. Par exemple, l'équation de désintégration, l'énergie libérée par une réaction et l'activité, c'est des choses qui sont pratiquement dans tous les sujets et c'est ça l'intérêt de faire des sujets par thème. Vous allez voir un peu les questions redondantes qu'on retrouve dans tous les sujets. Donc allons-y pour la correction. Donc la demi-vie du radon c'est 3,8 jours. D'accord? L'énergie de liaison par nucléon, de l'hélium, le radon et le polonium, ils sont donnés dans le tableau. Donc, parmi les deux noyaux, lequel est le plus stable? Donc, et justifier bien sûr la réponse. Comment connaître la stabilité d'un noyau? Donc, un noyau est stable, il est plus stable qu'un autre s'il possède une énergie de liaison par nucléon supérieure. Donc, celui qui possède la plus grande valeur de l'énergie de liaison par nucléon, c'est le noyau le plus stable. Donc il suffit juste de comparer. On s'intéresse au radon et du polonium. Donc voilà l'énergie la plus grande. Donc c'est bien sûr le polonium qui est le plus stable. Voilà, puisqu'il possède une énergie de liaison par nucléon qui est supérieure à celle du radon. Deuxième question. Montrez que l'énergie de liaison d'un noyau de l'ium est égal à 28,8 mégaélectronvolts. Or, ce qu'on entend dans le tableau, c'est l'énergie de liaison par nucléon. Combien de nucléons contient l'hélium? Et le nombre de nucléons, c'est bien sûr le numéro de masse A. Donc l'hélium porte 4 nucléons, 2 protons et 2 neutrons. Donc il suffit de multiplier
cette énergie de liaison par 4. Donc si on fait 7,07 multiplié par 4, on retrouve bien notre 28,8. Donc l'énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie de liaison divisée par le numéro atomique, ou le nombre de masse plutôt, A. D'accord? Et pas le numéro atomique, par le nombre de masse A. Bien. Maintenant, troisième question, on vous dit l'équation de désintégration du radon, on vous la donne, ça donne le polonium plus une particule alpha. Quelle est l'énergie libérée par cette réaction? Donc notez bien de l'énergie libérée. Donc si une réaction libère de l'énergie, ça veut dire que cette énergie va être négative. Donc c'est une énergie qui est fournie au monde, à l'extérieur, donc il ne faut pas s'étonner si vous trouvez une énergie négative. Mais puisqu'on vous donne toujours les valeurs d'énergie, on les calcule, on parle d'énergie 3, 4 électronvolts, 25 électronvolts. Donc on calcule le défaut de masse, mais en valeur absolue. Donc bien sûr l'énergie libérée par une réaction, ça on va le rappeler à la fin de cette vidéo-là, c'est la définition, c'est le défaut de masse fois 931 mégaélectronvolts. Bien sûr, c'est le défaut de masse, il est en unité de masse atomique. Donc, notez bien. Donc, dans le cas général, c'est delta de M fois C carré. Lorsque delta de M il est en kilogrammes, donc je vais rappeler ça aussi après. Mais si delta de M est donné en unité de masse atomique, c'est notre cas, donc on peut écrire directement l'énergie libérée, c'est delta de M multiplié par 931 mégaélectronvolts. Donc il suffit de calculer le défaut de masse de cette réaction-là, qui est la masse du polonium plus la masse de l'hélium moins la masse de Rn en unité de masse atomique, mettre la valeur absolue parce que ce delta de M va être négatif, parce que c'est une énergie qui est libérée. Donc voilà, on calcule le défaut de masse, qui est, comme je dis, l'énergie de liaison des produits moins l'énergie de liaison des réactifs, et vous faites une application numérique, on vous donne tout ça dans le tableau précédent, et on trouve, donc voilà, donc les défauts de masse, oui, défaut de masse, l'énergie libérée, on peut le calculer de deux manières, soit le défaut de masse multiplié par 931 mégaélectronvolts, ou bien, vous avez une autre relation, donc j'ai bien noté ou bien, parce que qu'est-ce qu'on nous donne dans l'énoncé? Donc on revient à l'énoncé, on ne donne pas la masse de l'hélium, la masse du radon et la masse de polonium. Donc faites très attention, hein, on ne donne pas les masses de ces noyaux-là, donc je ne peux pas utiliser justement cette relation-là. Il faut penser à la relation de l'énergie libérée en fonction de l'énergie de liaison. Et l'énergie libérée, c'est l'énergie de liaison, cette fois-ci, des réactifs, moins l'énergie de liaison des produits. D'accord? Voilà, l'énergie de liaison du radon, moins l'énergie de liaison du polonium, plus l'hélium. Et puisqu'on a notez bien, c'est l'énergie de liaison, et non pas l'énergie de liaison par nucléon. D'accord? Donc vous remplacez ça par l'énergie de liaison de radon, moins l'énergie de liaison de l'hélium, moins l'énergie de liaison du polonium, et on trouve l'énergie qui est 6,24 mégaélectronvolts. Donc là, il faut faire très attention. Donc l'énergie libérée par une réaction, vous avez deux expressions, soit le défaut de masse fois C carré lorsque le défaut de masse est en kilogrammes, ou bien le défaut de masse fois 931 mégaélectronvolts lorsque le défaut de masse est en unité de masse atomique U, ou bien, si on est dans l'énergie de liaison, l'énergie libérée, c'est l'énergie de liaison des produits moins l'énergie de liaison des réactifs. C'est-à-dire l'énergie de liaison des noyaux qui se trouvent dans cette région-là de l'équation, moins l'énergie de liaison des noyaux qui se trouvent dans cette région-là. D'accord? Produits, les réactifs et les produits. D'accord? Bien. Enfin, on considère un échantillon de noyau de radon 222. À l'instant t égale à 0, on va dans son activité, c'est à 0. Et on vous demande de trouver en jour l'activité lorsqu'il va être divisé par 4. Vous avez là aussi deux méthodes. Vous avez une méthode qui est très rapide, c'est la suivante. A de t, de façon générale, c'est A0 exponentielle moins lambda t. Donc, A0 à l'instant t1, c'est A0 exponentielle moins lambda t1.
On cherche l'instant T1 où l'activité à cet instant est égale à quoi? Est égale à A0 sur 4. Donc je remplace ce terme-là par A0 sur 4. Donc est égal à A0 exponentielle moins lambda t. Donc voilà. Donc A0 sur 4 est égal à A0 exponentielle moins lambda t. D'accord? Voilà, attendez. Bien, donc on a dit, on remplace, donc, j'ai remplacé A de t par A0 sur 4, donc on va simplifier par A0, et donc vous avez exponentielle moins lambda t est égal à 1 quart. Donc pour éliminer l'exponentielle, bien sûr, on applique le logarithme des deux côtés, donc vous avez lambda moins lambda t1 est égal à log de 1 sur 4, qui est égal à moins log de 4. Les signes moins se simplifient. Log de 4, c'est log de 2 puissance 2. Donc, c'est 2 log de 2. Et donc, on arrive à, en remplaçant lambda par log de 2. Donc, lambda, voilà. Donc, on déduit donc T1 égale à 2 log de 2 divisé par lambda. Et je remplace lambda par sa valeur. C'est log de 2 divisé par T1 demi. Donc, en simplifiant par log de 2, et donc vous avez T1 égale à 2 fois T1 demi est égal à 7,6 joules. Donc, il suffit de remplacer, d'utiliser les relations de logarithme et de l'exponentielle. Mais vous avez une méthode beaucoup plus rapide, c'est la suivante. On va montrer dans une vidéo suivante que l'activité pour n fois T1 demi, c'est A0 sur 2 à la puissance n. Or, A de t, je peux l'écrire A0 sur 2 puissance 2. Donc, je peux déduire tout de suite que t est égal à T1 demi sur 2. En une seule ligne. Hein? Vous écrivez ça en une seule ligne. Bon, je reprends le pesanteur. Voilà, celui-là stylé. Voilà. La réponse, normalement, ça suffit ce que je crée ici. Mais, à condition de savoir que l'activité à un instant n fois t 1 demi est égal à quoi? Est égal à A0 sur 2 puissance n. Donc, puisque ici j'ai A0 sur 2 puissance n, je vais montrer, je peux déduire directement t égale à t1 demi sur 2. Donc, on va y revenir dans la démonstration dans un autre sujet. Donc, voilà pour le premier sujet. Vous voyez, donc en gros, si on résume, ce qu'il faut connaître, ce qui est important à mon avis dans ce sujet-là, c'est cette énergie de liaison-là, qu'on a calculé, non pas à partir du défaut de masse, l'énergie libérée, pardon, mais à partir d'énergie de liaison. Le reste, vous allez voir, c'est des choses qu'on retrouve souvent. Et bien sûr, il y a aussi cette relation, mais on va y revenir dans une autre vidéo suivante. Bien, maintenant on va passer au sujet suivant. Bien, donc on va enchaîner par chronologie, comme ce qu'on a fait. On a commencé par l'examen 2019. Donc le suivant, c'est le rattrapage 2018. Et vous allez voir, c'est exactement à 90% le même sujet. Donc on s'intéresse ici au polonium, qui est un élément radioactif. D'accord? On vous dit, ce noyau se désintègre en l'amercium, AM 95241, avec production d'une particule X. On vous donne cette fois-ci les masses des noyaux en unité de masse atomique, donc notez bien là. On vous donne bien sûr une unité atomique, c'est 931,5 mégaélectronvolts par C carré, et la demi-vie du polonium, T1 demi. Donc première équation, écrire l'équation de désintégration du polonium, calculer l'énergie libérée lorsqu'un seul noyau du polonium se désintègre, et même question pour l'activité. On vous donne l'activité à l'instant t égale à 0 et on vous demande de trouver l'activité à l'instant A1 où l'activité est égale, donc de cet échantillon, l'activité d'échantillon est égale à une valeur ici, 28,7 années. Donc là, on vous donne A0, on vous donne l'activité à l'instant T1 et on vous demande de déterminer cet instant-là. Donc, c'est pratiquement la même chose que l'exercice précédent. Donc, on commence donc par la première question, écrire l'équation de désintégration et préciser le type de radioactivité. Donc, il suffit d'écrire
On vous donne ça, c'est le noyau qu'on vous donne, d'accord? Donc il est déjà dans l'énoncé ici. Donc c'est le plutonium, non, c'est plutonium. Et se désintègre en l'amercium pour donner une particule X. Donc pour chercher la nature de X, il suffit de faire la conservation du nombre de masse et la conservation de numéro atomique. Donc 241 est égal à 241 plus A, et 94 est égal à 94, ici 95, pardon, c'est une erreur, est égal à 95 plus Z. Donc, on va déduire le numéro atomique de cette particule, c'est 0, et son numéro de masse, pardon, nombre de masse, et son numéro atomique, c'est moins 1. Et laquelle qui possède 0 et moins 1, c'est la particule β-, qu'on note E0-1. Donc il s'agit bien d'une radioactivité de type β-. Donc calculer au BEV l'énergie libérée lorsqu'un seul noyau se désintègre. Écrire l'équation, donc ça veut dire l'équation libérée tout simplement par cette réaction-là. Donc l'énergie libérée, toujours là aussi c'est une énergie libérée, donc c'est delta de M fois C carré. Donc delta de M, donc là je rappelle, si M est en kilogrammes, et C en mètres par seconde, donc vous remplacez directement ici kilogramme, mètre par seconde, et l'unité, ça sera le joule. Mais si la masse est en unité de masse atomique, donc delta de M va être en U, il faut le multiplier par, on va remplacer U par 931 mégaélectronvolts par C carré. Ce C carré va se simplifier avec celui-là. Et donc, vous allez voir delta E, l'énergie libérée, c'est delta de M multiplié par 931,5 mégaélectronvolts. Donc, il suffit de calculer le défaut de masse de cette réaction-là. Donc, et de le multiplier par 931,5 et vous avez le résultat de l'énergie libérée en mégaélectronvolts. C'est 10 puissance 6 électronvolts. Bien, l'énergie libérée, je vous laisse le soin de faire. Il suffit de remplacer ici la base de ces données dans le tableau. Vous allez trouver moins toujours, c'est une énergie libérée. Donc, il faut trouver un défaut de masse qui est négatif. Hein, d'accord? Mais puisqu'on calcule l'énergie, on passe aux valeurs absolues et vous remplacez, vous calculez ça multiplié par ça et ça va vous donner 0,028 mégaélectronvolts. Donc, ça, c'est l'énergie libérée par la désintégration d'un seul noyau de celui-là, de PU. Donc un seul noyau de PU se désintègre pour donner cette énergie libérée. Donc n'oubliez pas, hein, tout à l'heure on avait calculé l'énergie libérée à partir de l'énergie de liaison, et on a fait l'énergie de liaison alors qu'ici à partir du défaut de masse. D'accord? Donc on rappelle que cette énergie est négative car le système cède de l'énergie au milieu extérieur. On passe à l'activité. Donc là, on vous demande de calculer l'activité à un instant T1 qui est égal à 28,7, sachant à 0. Et T1 demi. D'accord? Voilà les données. Donc là aussi, vous avez deux méthodes. La méthode la plus rapide, il suffit de remarquer que l'instant où on vous demande de calculer l'activité, c'est 2 fois T1 demi. Parce qu'on vous donne T1 demi, si vous calculez 2 fois T1 demi, vous allez trouver 28,7. Donc là, vous pouvez aller dire tout de suite que A de T1, c'est A0 sur 2 puissance 2. Tout de suite. Hein? Donc, parce que T1, c'est 2 fois T1 demi. Et comme j'ai dit, l'activité à l'instant N fois T1 demi, c'est l'activité initiale divisée par 2 puissance 2. Ici, N est égal à 2. Donc, je peux calculer directement la valeur à partir de cette relation. Ou bien, vous utilisez la méthode standard mais un peu plus longue. Donc, je préfère toujours penser, est-ce qu'il y a une relation entre le temps qu'on vous demande et est-ce qu'il y a un multiple de T1 demi? Si c'est un multiple de T1 demi, utilisez cette relation, ça vous simplifie énormément le calcul. Sinon, on fait le calcul classique. On a A1 est égal à A0 exponentielle moins lambda T1. On connaît A1, on connaît A0. Lambda, il est en fonction de T1 demi, donc je peux déterminer T1. Donc lambda c'est log de 2 sur T1 demi. Donc je remplace lambda par sa valeur. Là vous connaissez tout, vous connaissez 1, vous connaissez A0, vous connaissez T1 demi. Donc je peux déterminer T1. Je calcule le log de A1. Ou bien on remplace directement, on fait l'application numérique. Et vous allez trouver 3 10 puissance 6 divisé par 2 au carré. Donc là aussi dans les calculs, faites attention.
faut remarquer que ici 28,7 c'est la moitié de 14,5, donc vous allez avoir moins de log de 2 et ça sera 1 sur exponentielle. 2 log de 2 c'est log de 2 au carré, donc 1 sur exponentielle log de 2 au carré, exponentielle de log de x c'est x, donc ça va vous donner 2 au carré. Vous voyez, c'est ce qu'on peut trouver directement, mais à condition de remarquer que T1 c'est 2 fois T1 demi. Donc vous voyez, c'est une relation très importante qui va vous simplifier énormément le calcul de l'activité. Et c'est valable aussi pour le nombre d'atomes qui reste à l'instant t. Le nombre d'atomes qui reste à l'instant n fois t1 demi, c'est n0 sur 2 puissance n. C'est exactement la même chose. Et donc, on fait une application numérique et on trouve 7,5, 10 puissance 5, 10 puissance 5 becquerel. Bon, on passe au suivant, c'est le rattrapage 2017. Là aussi, vous voyez que c'est pratiquement les mêmes questions. Donc, on s'intéresse au noyau de cobalt. On vous donne les masses atomiques de cobalt, nickel et des constituants essentiels, électrons, protons et neutrons. On vous donne l'énergie de liaison par nucléon. Là aussi, faites attention, c'est par nucléon de nickel. D'accord? Et toujours, une unité de masse atomique, c'est 931 mégaélectronvolts par C carré. Donc, ces mêmes questions, identifier la particule X, calculer l'énergie libérée en mégaélectronvolts, vous voyez, c'est les deux questions de 2018 les mêmes, déterminer en mégaélectronvolts par nucléon l'énergie de liaison par nucléon du noyau du nickel et déduire lequel est le plus stable, c'est celui-là ou bien celui-là. Donc, c'est pratiquement même exercice que celui proposé en 2019. Donc allons-y, la désintégration du cobalt dans le noyau de nickel et une particule X. Donc là on va aller directement, conservation du nombre de masses, vous avez 60, 60, donc ici vous allez avoir 0, 27, 28, donc vous allez avoir ici moins 1, donc c'est bêta moins. Calculer au mégaélectronvolts l'énergie libérée par un seul noyau, donc on va utiliser la relation classique que vous connaissez maintenant. Tout c'est delta M fois C carré, puisqu'on nous donne delta M en unité de masse atomique, donc je vais utiliser delta de M fois 931,5 mégaélectronvolts. Donc la relation, c'est delta de M fois 931,5 mégaélectronvolts. J'ai déjà expliqué d'où vient cette relation. Donc il suffit de calculer le défaut de masse de cette relation-là, de cette équation. Vous le multipliez par 931 et vous allez trouver, bien sûr, un défaut de masse négatif, parce que c'est une énergie libérée. Donc l'énergie, elle est négative, mais on passe en valeur absolue. Et vous allez trouver 2,82 mégaélectronvolts. Donc ça, c'est une question qu'on a retrouvée dans les 3 sujets que j'ai traités pour le moment. Donc c'est pourquoi je suis allé un peu vite. Maintenant, déterminer l'énergie libérée par nucléon. Donc là, l'énergie de liaison est donnée par l'énergie de liaison par nucléon du noyau de nickel. D'accord? Donc d'abord, il faut calculer l'énergie de liaison, ensuite calculer l'énergie de liaison par nucléon. Donc je vous rappelle que l'énergie de liaison d'un noyau X à Z, c'est donné par la masse des constituants moins la masse du noyau. Et ce défaut de masse, il est positif. D'accord? L'énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie de liaison divisée par le nombre de masses totales. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour répondre à la question. Donc, application pour le nickel. Delta de M, donc pour calculer l'énergie de liaison d'un noyau, il faut considérer le noyau qui donne Z proton plus A moins Z neutron. D'accord? Donc c'est ça l'équation. Ou bien, pour calculer l'énergie de liaison, il faut toujours se rappeler que le défaut de masse, c'est A fois la masse du proton plus Z fois la masse du neutron moins la masse du noyau. Donc ce défaut de masse, il est positif. On va le calculer, on connaît la masse du proton, la masse du neutron, donc 28 fois 32 la masse, ici c'est une erreur, c'est la masse du proton, lequel est Z, donc 28 c'est Z, donc ça c'est la masse du proton, donc 32 c'est neutron. Ici c'est le neutron, d'accord? C'est le neutron, moins la masse du noyau. Donc voilà, vous remplacez et vous allez trouver une énergie, je vous laisse le soin de faire l'application numérique. D'accord? Et l'énergie de liaison par nucléon, il faut diviser par le nombre de nucléons de nickel. Et le nombre de nucléons, il est écrit ici. C'est A, c'est 60. Donc je divise par 60 et ça me donne 8,78 mégaélectronvolts par nucléon.
Donc ça, c'est une question aussi très classique qu'on retrouve pratiquement dans tous les sujets. On vous donne un noyau, on vous donne la masse du proton, du neutron et la masse du noyau. Calculez l'énergie de liaison du noyau. Il suffit de calculer le défaut de masse qui est, de façon générale, Z fois la masse du proton, plus A moins Z fois la masse du neutron, moins la masse du noyau. Donc si la masse est donnée en unité de masse atomique, l'énergie de liaison, c'est le défaut de masse multiplié par 931,5 mégaélectronvolts. Ça, c'est l'énergie de liaison du noyau. Si on veut calculer l'énergie de liaison par nucléon, on divise par le nombre de masses du noyau. Et c'est ça qui nous renseigne sur la stabilité d'un noyau. Donc on vous donne l'énergie de liaison par nucléon de nickel, c'est 8,64. Lequel est le plus stable? Comme je dis tout à l'heure, celui qui a l'énergie de liaison par nucléon la plus grande, donc c'est bien celui-là qui est plus stable, c'est-à-dire le nickel 60, il est plus stable que le nickel 54. Donc ce sont 10 isotopes, donc l'isotope 60, il est plus stable que l'isotope 54. Voilà. Bien, donc voilà, vous voyez, c'est pratiquement les mêmes questions, donc ce sujet-là, pratiquement rien de nouveau. Donc c'est juste, on a calculé l'énergie de liaison, cette fois-ci en utilisant bien sûr l'énergie de liaison d'un noyau, en utilisant la définition qui est donnée ici. On va passer maintenant au sujet suivant. Voilà, on va passer à un sujet qui est un peu nouveau. Donc là, dans l'année 2016, dans l'édition normale, on a posé des questions un peu différentes. Donc là, on va s'intéresser déjà à la fusion nucléaire. Pour la première fois, on va parler de la fusion nucléaire et on va déterminer l'énergie libérée par la réaction de la fusion nucléaire. Ensuite, cette réaction, en plus de noyaux qui vont former, il va émettre un rayonnement électromagnétique et on va chercher la longueur d'onde de ce rayonnement. Et donc il faut connaître la relation entre la longueur d'onde et la constante de Planck. Ça, normalement, c'est le dernier chapitre de physique, mais je vous donne la relation qu'on utilise. Et enfin, on va s'intéresser à une question sur l'activité. C'est un peu original. Donc on vous donne A0, on vous donne l'instant T1, l'activité à l'instant A0, à l'instant T1, et on vous demande de déterminer l'activité à l'instant T2. Vous voyez? Donc il faut savoir quelle information déduire par ces deux données-là, c'est-à-dire par l'activité à T égale à 0 et l'activité T1, on vous les donne. Donc quelle information on va déduire pour l'utiliser pour déduire l'activité à l'instant T2. Donc toujours essayez de bloquer la vidéo, faire vous-même votre propre recherche, question par question, avant de continuer pour mieux en profiter de la solution. Allons-y donc. Donc, première question, fusion nucléaire, c'est quoi d'abord? C'est la collision entre deux atomes légers, d'accord, qui vont former deux noyaux, pardon, qui vont former un noyau lourd, qui est l'hélium, d'accord, ici deux isotopes de l'hydrogène, il y aura avoir une collision entre les deux et vont donner comme résultat un noyau d'hélium plus un neutron et bien sûr plus une énergie qui va être dégagée. Donc déterminer A et Z de l'hélium. Donc là il suffit de faire conservation du nombre de masse, conservation de Z. Donc A 2 plus 3 est égal à A plus 1. Donc là notez bien que A plus 1 est égal à 2 plus 3, donc A égale à 4. Et vous avez Z plus 0 est égal à 1 plus 1, donc Z égale à 2. Donc, c'est bien 2, 4. D'accord? Donc, voilà pour la première question. Donc, voilà, calculer l'énergie libérée par la réaction de la fusion. Donc, vous voyez la réaction de la fusion. Les deux isotopes de l'hydrogène, qui est le tritium et le deutérium, vont y avoir une collision entre les deux, vont fusionner pour former l'hélium plus un neutron. Quel est le défaut pour calculer l'énergie libérée par cette réaction? C'est la même chose, on calcule le défaut de masse et on va le multiplier par 931, quelque chose mégaélectronvolts. Donc l'énergie libérée c'est delta de M fois C carré. Delta de M c'est la masse des produits moins la masse des réactifs. D'accord? Voilà. Donc delta de M c'est la masse finale moins la masse initiale. Donc la masse finale, c'est la masse de
du neutron plus la masse de la particule alpha, moins la masse initiale qui est la masse de deutérium plus la masse du tritium. Donc j'ai fait l'application numérique, vous allez trouver moins 0,01889 en unité de masse atomique. Le signe moins, comme je dis toujours, signifie que cette fusion se fait avec perte de masse. Il y a donc production de l'énergie. D'accord? Donc l'énergie libérée, c'est valeur absolue de delta de m fois c carré. Donc, puisque delta de m en unité de masse atomique, donc on va utiliser, donc voilà, c'est en U multiplié par c carré. Or, une unité de masse atomique, c'est 931 divisé par c carré. Donc les c carrés vont se simplifier et il va rester celui-là multiplié par 931,5 mégaélectronvolts. Donc vous voyez, l'énergie, c'est énorme. Un seul noyau nous donne 17,59 mégaélectronvolts. D'accord? Donc l'énergie libérée, c'est le défaut de masse fois c carré. Le défaut de masse, son unité, c'est le U. Vous multipliez par c carré. Or, 1 U, c'est égal à quoi? Est égal à 931,5 divisé par c carré. Donc ce c carré va se simplifier avec c carré et il va vous donner directement 17,59 mégaélectronvolts. Bien. Calculez la longueur d'onde du rayonnement équivalent. Donc là, vous avez besoin d'une seule formule que vous allez connaître à la fin du chapitre. C'est l'énergie libérée qui est égale à h fois la fréquence, h nu. Et la fréquence, c'est la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde. D'accord? Donc la fréquence, f au nu, f c nu, est égale à c sur lambda. Donc voilà. Donc l'énergie libérée, c'est 17,6. On vous donne la constante de Planck. C, c'est la vitesse de la lumière, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc on va déterminer la lambda. Mais avant cela, bien sûr, puisque h il est donné en mètres par seconde, lambda, c'est l'unité du système international. Donc l'unité dans le système international de l'énergie, c'est pas l'électronvolt. C'est ça où il faut faire très attention. Ce qui est nouveau dans cette vidéo-là. D'accord? Notez bien qu'on vous demande de calculer une fréquence ou une vitesse en mètres par seconde ou une longueur d'onde en mètres, il faut utiliser l'énergie, le joule. Or, un joule, bien sûr, un électronvolt, c'est combien? C'est 1,6 10 moins 19 joules. Mais 1 mégaélectronvolt, c'est 10 puissance 6 électronvolts. Donc 10 puissance 6 multiplié par 10 moins 19, ça vous donne 10 moins 13. Autrement dit, 1 mégaélectronvolt, c'est 1,6 10 moins 13 électronvolts. Donc lambda, je remplace H par sa valeur. C, c'est 3 10 puissance 8 sur 17,6. Ce terme, c'est juste pour transformer le mégaélectronvolt en joule. Et l'unité, bien sûr, de lambda, c'est une distance, c'est en mètres. Donc voilà la longueur d'onde du rayonnement émis par la réaction de fusion. On passe à la question sur l'activité. Donc notez bien ici, on vous donne l'activité à l'instant A1 et l'activité à l'instant A0 et on vous demande l'activité à l'instant A2. Donc qu'est-ce qu'on va déduire à partir de A1 et A0? On va déduire lambda parce qu'il n'est pas donné dans l'énoncé. Donc lambda T1 est égal à log de A0 sur A1. Donc lambda est égal à 1 sur T1 log de A0 sur A1. On nous donne T1, on nous donne A1, on nous donne A0. Donc on va calculer lambda. Et en unité, bien sûr, c'est l'unité de T1. T1, c'est en année. Donc lambda, c'est en année moins 1. Et maintenant, on va calculer A2, puisqu'on connaît A0, on connaît lambda, on va déterminer direct, et on connaît T2, je fasse directement l'application numérique, c'est A0, fois exponentielle lambda, on vient de le calculer, d'accord, multiplié par T1, multiplié par T2, et faites l'application numérique, et vous allez trouver 1 10 puissance 6 becquerel, d'accord, donc lambda, c'est bien ça, multiplié par T2, qui est 12,4 années, et le résultat, ça vous donne 1,1 multiplié par, autrement dit, 10 puissance 6 becquerel. Donc vous voyez, c'est un sujet qui est un peu sort un peu de l'ordinaire. Donc on se traite, on a parlé un peu de la fusion, d'accord. Donc la fusion, l'énergie libérée, c'est classique, et c'est surtout la longueur d'onde du rayonnement émis. Et sur l'activité, la question est posée autrement. On vous donne A0, on vous donne A1, et on vous demande de déterminer A2 ou A3 ou A à un instant t quelconque. Donc l'activité à un instant t quelconque, c'est A0 exponentielle moins lambda fois ce temps-là.
Je connais A0, lambda, je le détermine à partir de ces deux relations-là. Donc, vous pouvez calculer l'activité à n'importe quel instant. Donc, voilà, on passe donc au sujet suivant. Bien, toujours en 2016, c'est pourquoi je vous conseille toujours, chaque fois que vous faites un sujet, il faut le faire tout de suite si jamais vous avez une session de rattrapage, ce que je vous ne souhaite bien sûr pas. Donc, vous voyez que la question qui concerne la longueur d'onde, elle est posée dans la session normale, elle est reposée aussi dans la session de rattrapage. Donc on vous donne ici le noyau qui se désintègre pour donner le mg avec une particule x, donc toujours particule x, énergie libérée par nucléon. Le passage cette fois-ci de mg à l'état excité, de l'état excité à l'état fondamental, vous voyez mg. Donc il produit un Mg, ce passage-là, c'est-à-dire la désintégration du sodium dans le magnésium, mais dans un état excité. Et pour revenir à l'état fondamental, qu'est-ce qu'il va faire? Il va émettre un rayonnement. Il va émettre un rayonnement de fréquence d'énergie h nu. Donc l'énergie de ce rayonnement, c'est h nu. Et à partir de là, on va déterminer la fréquence de ce rayonnement, c'est-à-dire h fois f. Voilà, on nous donne la constante de Planck, toujours là si on joule seconde, donc on va travailler aux unités internationales, les masses en unités de masse atomique, et 1 mégaélectronvolt en joule. Donc voilà, cette donnée-là, on doit l'utiliser quelque part. Donc on va commencer, bien sûr, la première question, c'est classique, la particule c'est bêta moins, l'énergie libérée, ça on l'a fait plusieurs fois, je vais passer rapidement, donc vous faites le défaut de masse multiplié par 900, combien, j'oublie toujours la valeur, bon, 900, voilà, défaut de masse, 931,5, voilà, et vous allez trouver l'énergie libérée qui est 5,1 mégaélectronvolts. Toujours, le défaut de masse est négatif, pour calculer l'énergie, on met valeur absolue, c'est une énergie qui est fournie à l'extérieur. Donc l'énergie libérée par nucléon, c'est toujours l'énergie de liaison par nucléon de Mg, donc faites attention, donc ne pas confondre, là c'est très important, ne pas confondre l'énergie libérée par une réaction chimique et l'énergie de liaison d'un noyau. Il ne faut pas prendre ce terme-là et vous le divisez par A, c'est une question, erreur très classique, d'accord? À ne pas confondre l'énergie libérée par cette réaction-là et l'énergie de liaison de Mg. Pour calculer l'énergie de liaison de Mg, on utilise l'équation Mg donne 12 protons plus 12 neutrons. D'accord? Donc l'énergie de liaison, c'est donné par Z fois la masse du proton plus A moins Z fois la masse du neutron moins la masse de Mg. Donc la masse du proton c'est donné, la masse du neutron A c'est 24 moins 12 c'est 12 fois la masse fois C carré. Bien sûr, ça c'est en unité de masse atomique. On va remplacer U par 931,5 mégaélectronvolts divisé par C carré. Les C carrés vont se simplifier et c'est ça l'énergie de liaison du noyau. Donc notez bien à ne pas confondre l'énergie libérée par une réaction et l'énergie de liaison d'un noyau. Pour calculer l'énergie de liaison par nucléon, vous divisez juste par le nombre total du nucléon qui est égal à 24 et on trouve 8,26 mégaélectronvolts par nucléon. Maintenant, quelle est la fréquence de ce rayonnement émis? Une fois qu'on a créé un noyau de Mg, il est dans un état excité. Pour revenir à l'état fondamental, il va mettre un rayonnement. Et la fréquence de rayonnement, c'est l'énergie libérée par cette réaction-là est égale à h nu. Donc l'énergie, par définition, c'est h fois la fréquence. Or, la fréquence, c'est C sur lambda. Mais attention, il faut transformer l'énergie en joules. D'accord? Donc vous calculez d'abord l'énergie en joules. Donc en remplaçant le mégaélectronvolt par 1,6 10 moins 13 joules. Donc ça va dans l'énergie en joules. Et donc on va déterminer la fréquence. Bon, je l'ai noté mu, on l'appelle h nu. Nu, c'est l'énergie divisée par la fréquence. Et la fréquence, bien sûr, elle est en Hertz. D'accord? Vous voyez comment on a déterminé la fréquence. Donc l'énergie libérée par la réaction, ça correspond à une certaine énergie de fréquence h nu. Donc c'est un quanta d'énergie dont l'énergie est donnée par h fois la fréquence. Seule chose ici, il faut ne pas oublier de transformer mégaélectronvolts en joules parce que h il est donné dans le système international et la fréquence on va la retrouver
en Hertz. Bien. Bien, maintenant on va passer au sujet suivant qui est 2014. Et là, bon, les deux premières questions, ils sont classiques, mais surtout, on va aborder un sujet nouveau qui est la datation. Comment profiter de la radioactivité pour remonter à l'âge d'une roche. Donc on vous dit qu'une roche de basalte montre qu'elle contient à l'instant T une masse de ce potassium, le K, d'accord, potassium, une masse de potassium, et une masse d'argon, AR. Voilà, on vous donne les masses à l'instant T de ces deux noyaux-là. On suppose que la roche de basalte est formée à l'instant initial, T0, et que l'argon contenu dans la roche résulte uniquement de la désintégration du potassium. Voilà l'hypothèse. Parce que c'est là, on va l'utiliser pour calculer. C'est très important et je vous explique qu'est-ce que ça signifie ça. Montrer que l'âge de la roche est donné par ça. Donc voilà. Et déterminer sa valeur en année. Donc là, on va expliquer le principe de la datation en se basant sur la radioactivité. Bon, les deux premières questions, c'est classique. Type de radioactivité, conservation du nombre de masse de Z, donc c'est bêta plus cette fois-ci. L'énergie libérée, c'est delta de M par C carré, delta de M, c'est le défaut de masse de cette réaction-là. Vous faites l'application numérique, vous allez trouver bien sûr 10,34 mégaélectronvolts. Bon, ce sont des questions qui sont pratiquement dans tous les sujets. Donc on va passer directement au principe de la datation. Donc on suppose que tout l'argon qui se trouve à l'instant T dans la roche résulte de la désintégration du potassium. Voilà ce que ça veut dire. Voilà une roche par exemple, qui est formée à l'instant initial T0. Toute la roche est formée uniquement par la masse d'argon. Dans la roche résulte de la désintégration de potassium, donc plutôt de potassium. Donc cette roche-là, lors de sa formation, elle est formée uniquement par du potassium. Et le nombre d'atomes du potassium, on va le noter N0. À l'instant T, c'est-à-dire après quelques années, bien sûr le potassium, il est radioactif. Il va se désintégrer. Il va donner l'argon. Donc voilà, une partie du potassium se désintègre. Il est parti, il se transforme en quoi? Il se transforme en argon. Et ça, c'est le nombre de potassium qui reste à l'instant T. D'accord? Ça, c'est le nombre d'atomes de potassium qui reste à l'instant T. Ça, c'est le nombre de potassium, c'est-à-dire toute cette partie-là s'est transformée en argon. Et il reste cette partie-là. Donc, tout est basé, bien sûr, voilà l'hypothèse ici, on suppose que tout le potassium dans la roche provient uniquement de la désintégration de l'argon. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein, bien sûr. Il peut y avoir le potassium qui vient d'autre chose. Mais, en gros, on suppose que tout le potassium, l'essentiel du potassium, de l'argon plutôt, provient de la désintégration du potassium. Donc voilà l'hypothèse. Or, le nombre de noyaux de potassium qui reste à l'instant T, hein, d'accord, celui-là, le nombre de potassium, celui-là est égal à quoi? Est égal à N0, ce que j'ai au départ, moins le nombre d'argon qui est formé. Voilà. N nombre d'atomes d'argon est égal à quoi? Est égal à N0 moins le nombre d'atomes, de noyaux de potassium qui reste à l'instant T. Donc voilà la relation de base qu'on va utiliser pour déterminer l'âge d'une roche. Et vous allez voir, c'est la même qu'on va utiliser en utilisant l'uranium. Donc tout est basé sur cette relation-là. Je répète, à l'instant initial, vous avez uniquement du potassium. Après quelques années, puisque le potassium est radioactif, une partie va se transformer en argon et voilà ce qui reste. Donc tout est basé sur cette équation. Le nombre de noyaux de l'argon à l'instant T provient de quoi? Est égal à quoi? Est égal au nombre de noyaux initial dans la roche du potassium moins le nombre de potassium qui reste à l'instant T. Après, il suffit de remplacer chaque terme par sa valeur. Nk, c'est N0 exponentiellement lambda T. Donc Nk sur N0, c'est exponentiellement lambda T. Je remplace, voilà l'astuce, N0 par sa valeur. C'est N argon plus Nk. Voilà, est égal à exponentiellement lambda T. Ensuite, je calcule T en passant par le logarithme. Le logarithme est égal au logarithme, donc lambda T, donc ce sera moins et log de 1 sur x c'est moins log de x, donc log de Nk plus argon sur Nk. Nk sur Nk c'est 1 plus N argon sur Nk. Et donc, je détermine
il me reste quoi? Puisqu'on me donne d'exprimer ça en fonction des masses. Donc ça, c'est le nombre de noyaux de l'argon sur le nombre de noyaux du potassium à l'instant T. Et vous avez une relation entre le nombre de noyaux et les masses. Il suffit de connaître que le nombre de moles, c'est donné par quoi? Par deux formules. Soit par le nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro, ou bien la masse divisée par la masse molaire. C'est valable pour le potassium, c'est valable pour l'argon. Ensuite, je fais cette relation, je fais le rapport, d'accord? Cette équation divisée par celle-là. Donc vous allez voir le nombre d'Avogadro qui va se simplifier. NK divisé par N argon est égal à quoi? À MK sur M argon multiplié par la masse de l'argon, la masse, la NK. J'ai fait plutôt celle-là sur celle-là, c'est l'inverse. Donc NK sur N argon est égal à la masse de l'argon. Voilà. Bien, d'accord. Donc ce qu'on a fait plutôt, c'est cette relation divisée par celle-là. Donc vous allez voir N argon. Donc ça c'est N argon sur NK. Voilà, donc j'ai corrigé l'erreur ici. C'est N argon sur NK. Donc c'est la masse de l'argon divisée par la M argon divisé par la masse molaire. Voilà. Multiplié par l'inverse de 1 sur NK. Et 1 sur NK, c'est la masse molaire de NK divisé par la masse molaire de l'argon. Or, on va donc l'énoncer, la masse de l'argon de MK est égale à la masse molaire de l'argon. Donc, il va vous rester la masse de l'argon dans la roche divisée par la masse du potassium. Et vous voyez qu'on détermine le temps par cette relation-là. Donc, il suffit de prendre une roche de basalte, de déterminer combien de masse dans l'argon dans cette roche, combien la masse de potassium, et vous allez remonter à l'âge de la formation de cette roche. Et pour la roche étudiée, il a un âge de, c'est plus âgé que vous, c'est 2,9 10 puissance 7 années. Donc vous voyez comment on utilise la datation en radioactivité. Bon, sujet suivant, c'est le baccalauréat 2013. Là aussi, vous avez quelque chose un peu de nouveau. On va s'intéresser aux épinards. Hein. Donc on va essayer de voir de calculer l'activité des épinards après l'accident nucléaire qui est, si vous vous rappelez, qui a eu lieu au Fukushima en Japon en 2011. D'accord? D'habitude, les épinards, ils ont mesuré l'activité dans les épinards, ils ont trouvé entre 6000 et 15 000, alors que normalement, il ne faut pas qu'elle dépasse 2000 becquerels par kilogramme. Donc, on va voir dans cet exercice d'étudier ce problème-là. Donc, première partie, c'est classique, des intégrations dans un noyau X, calculer l'énergie libérée. Vous voyez, c'est toujours les deux premières questions, ils sont les mêmes dans tous les sujets. Ensuite, on va passer à calculer le nombre de noyaux de l'iode radioactif présent à l'instant T égal à 0, connaissant l'activité de cet échantillon, et déterminer en jours le nombre de jours nécessaires pour que l'échantillon d'épinards étudié soit considéré comme non polluant. Pour qu'il soit non polluant, voilà, il faut que son activité ne dépasse pas 2000 becquerels. Voilà, on va déterminer quel est le nombre de jours où cette activité va être au maximum égal à 2000 becquerels. Vous avez un peu compris l'énoncé. Donc, première partie classique. Deuxième partie, on mesure l'activité dans un échantillon. On a trouvé des valeurs très très élevées et on veut savoir, il faut attendre combien de temps pour que l'activité soit égale à la valeur maximale autorisée. Donc allons-y donc. Donc la première partie c'est classique, je vais passer rapidement. Donc désintégration, conservation de masse Z. Donc mode de désintégration c'est bêta moins. L'énergie libérée c'est delta de M fois C carré. Delta de M c'est classique, vous calculez, vous trouvez 0,88 mégaélectronvolts. Maintenant, on veut calculer le nombre de noyaux présents à l'instant T égale à 0. Or, je vous rappelle, l'activité c'est quoi? C'est la vitesse avec laquelle se désintègrent les atomes. C'est delta de N sur delta de T. D'accord? C'est ça l'activité. Donc on va y revenir dans les définitions. Et N de T, c'est N0 exponentiellement. Lambda T, vous calculez l'activité. Normalement, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Alors, vous passez directement à A de T est égal à A0 exponentiellement lambda T. Et bien sûr, par analogie, A0 c'est quoi? C'est lambda fois N0. Donc c'est une relation qu'il faut connaître
sans même la démontrer. Donc on peut calculer A0 si on connaît lambda et si on connaît N0. D'accord? On peut déterminer N0, pardon, si on connaît A0 et lambda. Donc lambda c'est donné, T1 de bi. Donc je peux déterminer le nombre d'atomes de noyau dont diode, il est égal. Donc N0, vous avez fait l'application numérique, ça vous donne à peu près 8 fois 10 puissance 9 noyaux. Faites attention ici, il faut transformer le jour en seconde. Le jour en seconde pour déterminer, parce que l'activité c'est donné en désintégration par seconde, d'accord? Donc n'oubliez pas ces petits détails là, d'accord? Le T1 demi, il ne faut pas mettre ici 8 et faire le calcul, d'accord? Parce que 1 becquerel c'est désintégration par seconde, donc je transforme le T1 demi en seconde, c'est très important, c'est l'erreur à ne pas commettre dans cette question là. Ensuite, on veut déterminer la durée minimale nécessaire pour que l'échantillon d'épinard soit consommable. Pour qu'il soit non pollué, il faut que son activité ne dépasse pas 2000 becquerels. Donc, je vais calculer le temps au bout desquels, en fait, la question elle est autrement. Pendant déterminer le temps où l'activité sera égale à 2000 becquerels tout simplement. Donc, vous avez A de t, A0 exponentielle moins lambda t. On vient de déterminer lambda. A0, pardon, on connaît A0. Donc, je détermine directement T en remplaçant A de T par 2000. Donc, T égale à moins 1 sur lambda log de A de T sur A0. Je remplace lambda par T1 demi sur log de 2. A de T, c'est 8000. Voilà. A de T, pardon, c'est 2000. A0, c'est 8000. Donc, 8000 sur 2000, c'est 2 tiers. Et vous voyez qu'il faut attendre au moins 16 jours pour que la pollution l'activité soit tolérable, c'est-à-dire soit égale à sa valeur maximale qui est 2000. Donc vous voyez, c'est juste la question qui est posée autrement, mais c'est toujours, on va dans l'activité, on connaît l'activité à t égale à 0 et on va déterminer le temps. Donc c'est toujours le même principe. On passe donc au dernier sujet, c'est celui de 2012. Donc là aussi, vous allez voir. Donc là, on s'intéresse à l'uranium, mais c'est ce qu'on appelle une chaîne radioactive. Qu'est-ce que ça veut dire une chaîne radioactive? Vous avez l'uranium 238, il est radioactif. Il va donner un noyau radioactif plus une particule alpha, bêta ou bêta moins. Cette particule radioactive va donner une autre et ainsi de suite jusqu'à arriver à un noyau qui est stable. Et le noyau qui est stable, c'est le plomb 206. Donc ça veut dire que vous avez plusieurs étapes de désintégration avant d'arriver à celui-là. Et on a noté ici le nombre total de bêta- et le nombre total d'hélium de ces étapes-là. Et première question, déterminer le nombre de alpha et le nombre de bêta-. Donner la composition du noyau de l'uranium, ça c'est des questions de cours. Calculer l'énergie libérée, toujours la même chose. Et deuxième partie, on va s'intéresser au problème de datation en utilisant l'uranium plomb. Et vous allez voir, c'est exactement la même chose que celle du potassium que nous avons vu et l'argon tout à l'heure. D'accord? Donc comment montrer cette relation? Donc on l'a déjà montré, donc on va le refaire comme ça, vous allez bien la retenir. Donc allons-y rapidement. Donc pour calculer XY, il suffit de faire conservation du nombre de masse et nombre de numéros atomiques. Donc vous avez 238 égale à 206. Bon, d'abord on va commencer par 92, c'est 82 moins x fois moins 1, parce que vous avez x, bêta moins, faites attention, donc ça veut dire moins x, plus 2 fois y. Et le nombre de masse, nombre de nucléons, 238, c'est égal à 206, plus x fois 0, c'est 0, plus 4 fois y. Et c'est un système qui va vous donner tout de suite x égale à 6 et y égale à 8. Donc, bon, ça c'est des rappels. On vous dit de quoi est formé le noyau. Donc je rappelle ici ça le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons. Et ça c'est le nombre de protons. Donc l'uranium est formé par 92 protons. Et 238 moins 92, ça veut dire 146 protons. Et on va passer bien sûr à l'énergie. Tout ça c'est des rappels qu'on a déjà fait. Bon, ça c'est des rappels. Bon, c'est bien de le rappeler. Le noyau, comme on a dit, va donner Z protons plus A moins Z neutrons. Donc la masse de ces constituants elle est supérieure à la masse du noyau et le défaut de masse c'est Z fois la masse du proton. Donc on l'a déjà dit. Donc l'énergie de liaison c'est delta mc carré.
voilà le passage dans l'électronvolt en joule, l'unité, et voilà, donc l'énergie est en joule si la masse est en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Ici, delta M en U, on a déjà dit ça, l'énergie de liaison, c'est delta M fois 931,5 oméga électronvolt. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a dit plusieurs fois. Donc on passe à l'énergie de liaison par nucléon. Donc il faut d'abord calculer l'énergie de liaison, donc ne pas confondre là aussi l'énergie libérée par une réaction et l'énergie de liaison. Donc l'énergie de liaison, on vient le définir. Donc vous remplacez par la masse du proton, on a calculé Z, on a calculé A moins Z. Donc je laisse le soin de faire l'application numérique. Bon voilà, vous allez trouver 1801,66 mégaélectronvolts. Donc voilà l'énergie de liaison de ce noyau-là. Par nucléon, vous divisez par le nombre total de nucléons et ça vous donne 7,57. Plus cette énergie est grande, plus le noyau est stable. Et donc l'énergie, le noyau du plomb est plus stable que... Donc vous voyez bien que l'énergie de liaison de plomb est stable, plus stable que l'énergie de liaison de l'uranium. C'est normal, celui-là est désintègre et celui-là, c'est un noyau qui n'est pas radioactif, donc il est stable. Donc voilà, le plomb il est plus stable que l'uranium. Donc maintenant le principe de la datation en utilisant l'uranium. Donc c'est le même que j'ai expliqué tout à l'heure entre l'argon et le potassium. Voilà le principe. Donc l'uranium est radioactif. Il se désintègre en 206 après plusieurs étapes. La seule hypothèse, bien sûr, que tout le plomb présent dans la roche provient de la désintégration de l'uranium. Donc voilà l'hypothèse, il ne vient pas d'autre chose. Et la mesure de la quantité de l'uranium et du plomb contenu dans la roche permet de remonter à l'âge. Comme tout à l'heure, la mesure de la quantité du potassium et de l'argon nous a permis de déterminer l'âge de la roche. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc, datation de l'uranium. Donc voilà, comme tout à l'heure, comme j'ai expliqué, à T égale à 0, lors de la formation de la roche, il contient uniquement de l'uranium. L'uranium, il est radioactif, il va se désintégrer, et à un instant T, il ne reste cette quantité d'uranium, le reste, bien sûr, tout ça, il est transformé en quoi? Il s'est transformé en plomb. Bien sûr, on suppose que tout l'uranium se transforme en plomb. Et donc, tout est basé sur la question suivante. N0, c'est égal à quoi? C'est NI de T plus NB de T. Voilà la relation qu'il faut connaître. C'est tout. Après, vous allez démontrer très facilement la relation qu'on vous demande. Bon, pour cela, il suffit d'écrire NU, c'est N0 exponentiellement lambda T, de remplacer N0 par NU plus NPB. Donc voilà. Ensuite, on passe au logarithme. Je détermine lambda T, c'est log de ça. NU sur NU, c'est 1. NPB sur NU, on le laisse. Ça, c'est le rapport des nombres de noyaux qui restent à l'instant T. Maintenant, on doit chercher la relation entre ça et la masse. Comme j'ai écrit tout à l'heure, il suffit d'utiliser la relation nombre de moles. Vous avez deux définitions pour le nombre de moles. Soit le nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro, ou bien la masse divisée par la masse molaire. Donc, je vais chercher le nombre de noyaux divisé par NU. Donc, je divise cette relation. Je la divise par celle-là. D'accord? Donc vous avez NPB sur NU est égal à la masse PB sur la masse de l'uranium multiplié par la masse de l'uranium divisé par la masse du plomb. Voilà. Et comme lambda est égal à log de 2 sur T1 demi, on arrive à la relation demandée. Donc vous voyez, c'est très simple, mais tout est basé sur, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur ça. Tout est basé sur ça. D'accord? Si vous avez compris ça, c'est très bien. Donc le nombre d'atomes de noyau initial, ça, à l'instant T, il ne reste N noyaux d'uranium et tout le reste s'est transformé en PB. Bien sûr, la chaîne elle est très longue. À la fin, bien sûr, il y a d'autres étapes intermédiaires, mais on suppose en gros que tout le reste est transformé en PB. Donc voilà la relation de base. Le reste, c'est des démonstrations que vous allez retenir, je pense, très facilement. Bien, donc voilà tout ce qui concerne les sujets qui sont traités depuis 2012 jusqu'à 2019. Maintenant, on va faire un petit récapitulatif, donc c'est-à-dire je vais rappeler l'essentiel sur la radioactivité brièvement. Bon, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est les types de radioactivité. Donc il y a l'hélium, bêta plus, moins et bêta plus. Donc connaître la loi de décroissance
Et voilà, je vais démontrer la relation que j'ai montrée tout à l'heure. Si un temps est égal à n fois t1 demi, il suffit de remplacer ici t par n fois t1 demi. Donc, lorsque t est égal à t1 demi, n de t d'abord, on va déterminer t1 demi, c'est n0 sur 2, vous simplifiez par n0 et vous avez la fameuse relation log de 2 est égal à lambda t1 demi. Donc ça c'est pour montrer que log de 2 est égal à lambda t1 demi. Donc par définition t1 demi c'est le temps au bout duquel le nombre de noyaux à l'instant t est égal à n0 sur 2. Donc vous simplifiez par n0, par n0 ici, voilà, et vous avez log de 2 est égal à lambda t1 demi. Voilà. Maintenant, au bout de n fois t1 demi, d'accord, je remplace ici par n fois t1 demi. Comme lambda fois t1 demi égale log de 2, je remplace lambda t1 demi par log de 2. Et n log de 2, c'est 2 log de 2 puissance 2, n. Et exponentielle moins log, c'est 1 sur x. Et ça vous donne directement n0 sur 2 puissance n. C'est une relation très importante à retenir, d'accord? Et c'est valable pour l'activité, et c'est valable pour le nombre d'atomes. L'activité, c'est la même chose. L'activité à l'instant n fois t1 demi, c'est A0 sur 2 puissance n. Donc si vous avez remarqué directement que l'instant t c'est un multiple de l'activité, vous pouvez utiliser directement cette relation-là, que ce soit pour le nombre de noyaux ou pour l'activité. Donc le nombre de noyaux ou l'activité à un temps n fois t1 demi, c'est le nombre initial que vous avez sur 2 puissance n. Relation très très importante. Bon, l'activité, bien sûr, est égale au nombre de désintégrations présents dans l'échantillon par seconde. Donc, c'est une vitesse. Il s'exprime en becquerel. Un becquerel, c'est une désintégration par seconde. C'est pourquoi tout à l'heure, si vous avez par exemple des temps en jour et vous avez des activités à utiliser dans les formules, il faut penser à transformer le temps en secondes. Bon, voilà, ça devient A0 est égal à lambda N0. C'est une relation aussi très utile à retenir. Donc là, je vous donne juste ce qu'il faut retenir. Donc, et AN de T1 demi, c'est A0 sur 2 puissance N. Bon, l'unité de masse atomique, ça tout le monde le connaît. C'est quoi? D'où vient l'unité de masse atomique? C'est 1 sur 12, la masse d'un atome de carbone. D'accord? Or, la masse d'un atome de carbone, c'est la masse molaire du carbone divisé par le nombre d'Avogadro. Et si vous remplacez ça, ça vous donne 1 sur le nombre d'Avogadro et ça vous donne ça en kilogrammes. Donc, pourquoi on a introduit cette unité? Parce qu'on va travailler avec des masses moins 39, moins 29, moins 30, c'est très lourd. Donc, c'est plus facile de dire une unité atomique, 2, 3, 0, 1 et ainsi de suite. Donc, l'énergie de liaison d'un noyau, je l'ai expliqué plusieurs fois. Donc, ça vient de cette relation. Donc, la masse des constituants, il est supérieure à la masse du noyau. Donc, pour calculer l'énergie de liaison d'un noyau, il faut faire le défaut de masse donné par cette relation-là. Et à ne pas confondre l'énergie de liaison d'un noyau et l'énergie libérée par une réaction d'un noyau qui se transforme en un autre noyau. Bon, l'énergie de liaison par nucléon, bon là, on l'a dit plusieurs fois. Et enfin, vous avez deux réactions qui sont la fusion et la fission. Vous voyez qu'il n'y a pas de réaction de fission depuis 2012. Peut-être ça va venir prochainement. Donc la fission, c'est l'inverse de la fusion. Donc la fission est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle, cette fois-ci, un noyau lourd, ça concerne les noyaux lourds, qui sont bombardés par des neutrons, ils vont vous donner deux noyaux légers, plus des neutrons. Alors que la fusion, c'est l'inverse, c'est deux noyaux légers. Donc voilà la fission, un neutron qui vient percuter un noyau lourd qui va se partager en deux noyaux légers plus des neutrons. La fission, c'est l'inverse, c'est deux noyaux légers qui vont entrer en collision pour former un noyau lourd plus des neutrons. Mais que ce soit pour la fission ou la fusion, l'étude est la même. L'énergie libérée, c'est toujours delta de M fois C carré. D'accord? Vous pouvez le calculer soit par cette relation, si on vous donne les masses de chaque noyau qui intervient dans les équations. N'oubliez pas que vous allez obtenir un delta M négatif parce que c'est une énergie libérée. Et l'énergie libérée, pour calculer sa valeur, on met des valeurs absolues. D'accord? Mais si on ne vous donne pas les masses et on vous donne l'énergie de liaison, sachez que c'est l'énergie de liaison des produits moins l'énergie de liaison des réactifs. D'accord? Donc voilà, ici par exemple, c'est l'énergie de liaison de H12 plus l'énergie de liaison de H13 moins l'énergie de liaison de l'hélium
plus l'énergie de liaison du neutron. Donc voilà, on peut le calculer soit par ça, soit par ça. Et enfin, le principe de la datation. Donc la datation pour le carbone 14 est basée sur la mesure de l'activité. Donc la proportion de carbone 14 par rapport à l'isotope 12 est supposée constante, de l'ordre de 10 puissance 12 dans les organismes vivants. Donc il en est de même dans le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Or, tous les organismes vivants échangent de CO2, donc il y a du carbone dans l'organisme vivant avec l'atmosphère. Donc on suppose que la proportion du carbone 14 dans le tissu est identique à celle de l'atmosphère pour un organisme qui est vivant. Qu'est-ce qui se passe? À la mort, la quantité carbone 14 est radioactif. Donc la quantité de carbone 14 va diminuer selon la loi de décroissance. D'où, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de mesurer l'activité du carbone 14 dans l'atmosphère, c'est-à-dire à l'instant T ici, ou dans un objet vivant, ou celle de l'objet à dater, c'est-à-dire on veut dater par exemple un os, on prend un os, on calcule son activité, et on connaît l'activité dans un organisme vivant à 0, qui est celle qui existe dans l'atmosphère. Vous faites le rapport, bon, en général on vous donne ces données-là, et ça permet, donc la base, elle est basée sur tout simplement le rapport entre l'activité initiale et l'activité à l'instant T dans un échantillon donné. Bon, voilà. Donc voilà un peu tout ce qui concerne la radioactivité. J'espère avec cette vidéo-là, qui en même temps sera, vous pouvez la considérer comme une série de révisions sur la physique nucléaire. C'est vraiment une série très très complète. Si vous la regardez, je suis sûr que n'importe quel sujet que vous allez avoir au baccalauréat concernant le nucléaire, vous allez répondre très très facilement et très rapidement. Donc j'espère que cet effort-là va vous rendre service. Donc essayez de la partager avec vos amis et partagez l'information. Et à très bientôt, peut-être, si l'idée vous a paru intéressante. J'attends votre commentaire. Je vais peut-être faire la même chose pour d'autres sujets, par exemple l'électricité, ou bien la mécanique, ou bien les oscillateurs, et ainsi de suite. Donc à très bientôt, bonne préparation et bon courage. À plus.